Il aura suffi d'un jour, pas plus. 24 petites pour que la France se rende compte qu'un traître occupait les plus hautes sphères du pouvoir. Une journée exactement entre le moment où Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a discrètement posé la dernière pièce de son échiquier perfide et celui où Sébastien Lecornu, droit dans ses bottes, a levé le voile sur un complot tentaculaire ourdi dans les entrailles même de la République. Ce qui s'est joué ce jour-là dépasse l'entendement. Même dans les démocraties les plus solides rares sont les scénarios aussi invraisemblables devenus réalité. C'est l'histoire d'un sabotage d'État orchestré depuis les plus hautes sphères du pouvoir et d'un homme qui a eu le courage de tout révéler. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ce matin du 15 décembre 2000. Pas même Lecornu qui croyait encore servir la République française avec honneur. Pas même l'Élysée qui pensait contrôler parfaitement la situation. Et certainement pas Bruno Retailleau qui ignorait que son plan machiavélique était sur le point d'exploser en plein vol. L'histoire commence 3 semaines plus tôt dans les bureaux feutrés du ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Bruno Retailleau recevait un visiteur qu'il n'attendait pas un émissaire de Marine Le Pen, homme élégant au costume sombre, qui se faisait appeler simplement Monsieur Laurent. Cet homme n'était pas n'importe qui, ancien membre des services secrets reconvertis dans les opérations politiques clandestines. Il était le stratège de l'ombre du Rassemblement national. « Monsieur le ministre », avait dit Laurent en s'installant confortablement dans le fauteuil en cuir face au bureau de Retailleau. « Nous savons que vous n'êtes pas satisfait de votre position dans ce gouvernement. Nous savons aussi que vous avez des ambitions plus hautes. » Laurent avait sorti de sa mallette un dossier épais qu'il avait posé sur le bureau. « Nous avons étudié votre parcours, vos déclarations, vos positions. Vous n'êtes pas vraiment à votre place dans ce gouvernement de gauche molle. » Retailleau avait ouvert le dossier avec curiosité. Il contenait une analyse détaillée de sa carrière politique, de ses prises de position, de ses ambitions secrètes. C'était troublant de voir à quel point le Rassemblement national connaissait ses pensées les plus intimes. « Que voulez-vous exactement » avait demandé Retailleau soudain méfiant. Laurent avait souri. « Nous voulons vous proposer un marché qui pourrait changer votre avenir politique de manière radicale. » Le Rassemblement national lui offrait son soutien inconditionnel pour une future candidature présidentielle, financement de campagne, relais médiatique, soutien des élus locaux, tout le package pour faire de lui un candidat crédible à l'Élysée. Plus encore, ils avaient déjà commencé à préparer le terrain, identifiant les circonscriptions gagnables, les alliances possibles, les faiblesses de ses futurs adversaires. « Nous pouvons vous garantir 15% au premier tour », avait précisé Laurent. « Avec une campagne bien menée et nos réseaux, vous pourriez même accéder au second tour. Imaginez président de la République française en 2000. » L'offre était alléchante. Retailleau avait toujours rêvé de l'Élysée, mais il savait qu'avec son parti actuel, ses chances étaient quasi nulles. Le Rassemblement national lui offrait ce qu'aucune autre formation politique ne pouvait lui promettre, une réelle chance d'accéder au pouvoir suprême. En échange, avait précisé Laurent, nous avons besoin d'un service très particulier. Nous voulons que vous sabotiez le cornu de l'intérieur du gouvernement. Retailleau avait sursauté. Saboter le premier ministre, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Laurent avait expliqué la stratégie en détail. Retailleau utiliserait ses prérogatives de ministre de l'Intérieur pour constituer un dossier d'accusation contre Lecornu. Pas n'importe quel dossier, un dossier de corruption financière qui détruirait définitivement sa réputation. Le plan était diaboliquement bien pensé. Ils allaient se faire croire que Lecornu avait reçu des pots de vin de la part d'entreprises chinoises en échange de contrats d'armement. Fausses factures, comptes offshore, bidons témoins achetés, tout serait fabriqué pour faire tomber le Premier ministre. « Nous avons déjà commencé les préparatifs », avait expliqué Laurent en sortant une deuxième chemise de sa mallette. « Voici les entreprises chinoises que nous allons impliquer, voici les montants des prétendus pots de vin, voici même le scénario des rencontres secrètes où l'argent aurait été échangé. » Le dossier était d'un professionnalisme glaçant. Chaque détail avait été pensé. Chaque élément du puzzle était en place, les dates, les lieux, les sommes, tout était calibré pour paraître crédible. Laurent avait même prévu les questions que pourraient poser les journalistes et les réponses que Retailleau devrait donner. L'opération s'appellera Dragon Rouge, avait-il précisé, un nom de code qui évoque à la fois la Chine et le danger. Parfait pour les médias. Retailleau était impressionné malgré lui par la sophistication du plan. Ce n'était pas un montage amateur, c'était une opération d'envergure digne des services secrets. « Et si je refuse »
avait-il demandé, bien qu'il sentit déjà qu'il était pris au piège. Laurent avait sorti un dernier dossier de sa mallette beaucoup plus mince que les autres. Nous avons des informations sur vos arrangements financiers personnels avec certains promoteurs immobiliers de votre région. Des informations qui pourraient intéresser la presse et la justice. Le dossier contenait des photos de Retillo recevant des enveloppes, des relevés bancaires de comptes non déclarés, des témoignages de promoteurs prêts à parler. C'était du chantage pur et simple, mais d'une efficacité redoutable. « Vous avez 48 heures pour réfléchir », avait conclu Laurent en se levant. « Après cela, soit vous devenez notre allié et votre avenir est assuré, soit vous devenez notre ennemi et votre passé vous rattrape. À vous de voir. » Cette nuit-là, Bruno Retillo n'avait pas fermé l'œil. Il a repensé à son bureau, pesant le pour et le contre, calculant les risques et les bénéfices. D'un côté, la perspective de devenir président de la République avec le soutien du Rassemblement national. De l'autre, la menace de voir sa carrière détruite par ses propres turpitudes. Au petit matin, il avait pris sa décision. Face au choix entre la collaboration avec l'extrême droite et la destruction de sa carrière, Retillo avait choisi la trahison. Pendant 3 semaines, Retillo avait méthodiquement organisé sa conspiration. Utilisant les ressources considérables de son ministère, il avait mobilisé des dizaines de fonctionnaires pour fabriquer un dossier d'accusation contre le Cornu. Le premier volet de l'opération consistait à créer de fausses preuves financières. Retillo avait fait appel à une société de conseil en informatique dirigée par un sympathisant du Rassemblement national pour fabriquer de faux virements bancaires. Sur le papier, le Cornu avait reçu 2 800 000 € de la part d'entreprises chinoises entre 2018 et 2023. Le deuxième volet était encore plus pervers, la fabrication de témoignages. Retillo avait identifié 3 anciens collaborateurs de Le Cornu qui avaient quitté son cabinet en mauvais termes. Grâce à un savant mélange de chantage et de corruption, il les avait convaincus de témoigner contre leur ancien patron. Jean-Marc Durand, ancien conseiller technique, était criblé de dettes après un divorce ruineux. Retillo lui avait fait miroiter non seulement 500 000 € pour son témoignage, mais aussi un poste de directeur dans une entreprise publique une fois que lui-même serait arrivé au pouvoir. Sophie Bernstein, ancienne directrice de communication, avait des problèmes avec le fisc qui menaçait de la ruiner. Retillo lui avait promis de faire effacer ses dettes et de lui garantir l'immunité judiciaire en échange d'un témoignage affirmant que le Cornu lui avait demandé de faire taire certaines enquêtes journalistiques gênantes sur ses finances. Patrick Morel, ancien chauffeur, était sous le coup d'une procédure judiciaire pour violence conjugale. Retillo lui avait offert un classement sans suite et un emploi fictif bien payé contre un témoignage détaillé sur les voyages secrets de Le Cornu à l'étranger pour rencontrer ses commanditaires chinois. Chacun de ces témoins avait été soigneusement briefé par les équipes de Laurent. Ils avaient appris par cœur leurs déclarations répétées, leurs réponses aux questions prévisibles, synchronisé leurs versions pour qu'elles soient cohérentes entre elles. C'était un travail de manipulation psychologique d'une précision chirurgicale. Le troisième volet était le plus technique, la création de faux documents administratifs. Retillo avait utilisé les services de faussaires professionnels pour créer de fausses autorisations d'exportation d'armes, de fausses notes de frais, de faux ordres de mission. Tout un écosystème documentaire destiné à accréditer la thèse de la corruption. Mais le plus impressionnant était le 4e volet, la campagne de désinformation préparatoire. Retillo avait coordonné avec les équipes de Laurent le lancement de milliers de comptes fake sur les réseaux sociaux. Ces comptes diffusaient depuis des semaines des rumeurs sur la fortune cachée de Le Cornu, ses voyages de luxe payés par de mystérieux bienfaiteurs asiatiques, son train de vie somptuaire inexplicable avec ses revenus officiels. L'objectif était de préparer psychologiquement l'opinion publique à croire au scandale quand il éclaterait. Quand les preuves seraient révélées, les Français auraient l'impression de découvrir la confirmation de ce qu'ils soupçonnaient déjà. Mais ce que Retillo ne savait pas, c'est que depuis le début de son manigance, quelqu'un l'observait avec la plus grande attention. Cette personne, c'était Marie Gauthier, directrice adjointe de la Direction générale de la Sécurité intérieure, la DGSI. Femme de 52 ans discrète mais redoutablement efficace, elle dirigeait la section chargée de la surveillance des menaces intérieures contre la sécurité de l'État. Marie Gauthier avait commencé à s'inquiéter quand ses analystes avaient remarqué des consultations anormales de fichiers sensibles par les services de Retillo, des demandes de renseignements sur des entreprises chinoises sans rapport avec des enquêtes en cours, des vérifications d'antécédents sur d'anciens collaborateurs de Le Cornu. Mais ce qui avait vraiment alerté la directrice de la Direction générale de la Sécurité intérieure, c'était
le comportement inhabituel de certains fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Ces informateurs lui rapportaient des réunions secrètes, des déplacements non justifiés, des consultations de bases de données en dehors des heures de service. Quelque chose cloche, avait-elle confié à son adjoint le commandant Pierre Roussel. Ces recherches n'ont aucun lien avec les missions normales du ministère et surtout, pourquoi Rétillot s'intéresse-t-il autant aux finances personnelles de Le Cornu? Elle avait alors décidé de faire surveiller discrètement les activités de Rétillot. C'était une décision risquée. Espionner un ministre de la République était un acte d'une gravité exceptionnelle. Mais Marie Gauthier avait l'intuition qu'il se tramait quelque chose de grave. Ses agents avaient installé des micros dans le bureau de Rétillot lors d'une opération nocturne, mis ses téléphones sur écoute avec l'autorisation secrète du Premier ministre qu'elle avait obtenue, sans révéler ses soupçons suivi ses déplacements grâce à des équipes de surveillance discrètes. Ce qu'il découvrait jour après jour était proprement stupéfiant. Les enregistrements révélaient que Rétillot était en contact permanent avec Laurent, l'émissaire du Rassemblement national. Ils se parlaient plusieurs fois par semaine, utilisant des téléphones cryptés qu'ils changeaient régulièrement, se rencontrant dans des lieux secrets soigneusement choisis, parkings, souterrains, restaurants discrets de banlieue, appartements de près. L'opération Dragon Rouge avance bien, disait Rétillot dans une conversation du 8 décembre. Les faux documents seront prêts la semaine prochaine, mais 3 témoins sont parfaitement briefés et payés. On pourra lancer l'offensive contre Le Cornu quand vous voudrez. Affirmez. Parfait, répondait Laurent. Marine est impatiente de voir tomber ce boycott de Le Cornu. Il faut qu'il soit définitivement grillé avant les prochaines élections. Nos sondages internes montrent qu'il pourrait être un obstacle majeur à nos ambitions. Ces conversations étaient enregistrées et retranscrites mot pour mot par les équipes de Marie Gauthier. Chaque révélation était plus accablante que la précédente. Marie Gauthier constituait discrètement son propre dossier sur les agissements de Rétillot Photo, des rencontres secrètes, enregistrements, des conversations compromettantes, preuves de la fabrication des faux documents. Elle rassemblait méthodiquement tous les éléments de la trahison. Le 14 décembre, au soir, Marie Gauthier avait pris une décision lourde de conséquences. Elle allait prévenir Le Cornu quitte à risquer sa propre carrière. L'appel était arrivé à 23 heures. Le Cornu finissait de travailler dans son bureau de Matignon quand son téléphone sécurisé avait sonné. « Monsieur le Premier ministre, ici Marie Gauthier, Direction générale de la Sécurité intérieure. Je dois absolument vous voir cette nuit. C'est une question de sécurité nationale. » 1 heure plus tard, Marie Gauthier était assise en face de lui dans le bureau du Premier ministre, un dossier rouge marqué « Secret défense » posé sur la table. « Monsieur le Premier ministre » avait-elle commencé d'une voix grave, « ce que je vais vous révéler va vous choquer au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Votre ministre de l'Intérieur prépare un coup d'État administratif contre vous. » Le Cornu avait écarquillé les yeux. « Comment ça, un coup d'État » Marie Gauthier avait ouvert son dossier et avait commencé à étaler méthodiquement toute la preuve de la trahison de Rétillot Photos, des rencontres secrètes avec Laurent, enregistrement de leurs conversations compromettantes, copie des faux documents fabriqués pour l'incriminer. Bruno Rétillot travaille pour le Rassemblement national depuis 3 semaines. Il a monté un dossier entièrement faux contre vous avec l'intention de vous faire chuter demain matin lors d'une conférence de presse. Le Cornu découvrait méduser l'ampleur de la conspiration, les fausses preuves de corruption chinoise, les témoignages achetés, les documents truqués. Tout avait été orchestré depuis le ministère de l'Intérieur avec la complicité de l'extrême droite. « Mais pourquoi ?» avait-il demandé. « Parce que vous gênez » avait répondu Marie Gauthier. « Votre intégrité, votre popularité, votre refus de toute compromission avec les extrêmes. Tout cela fait de vous un obstacle majeur à leur projet. Ils ont besoin de vous éliminer pour installer leur propre homme à Matignon. » Cette révélation avait frappé Le Cornu comme un coup de massue. Un de ses propres ministres, un homme en qui il avait confiance, le trahissait depuis des semaines en collaboration avec l'ennemi politique de la République. « Qu'est-ce que vous me conseillez ?» avait-il demandé. Marie Gauthier avait souri pour la première fois de la soirée. « Je vous conseille de frapper en premier, demain matin, avant que Rétillot puisse révéler son faux dossier. » Le plan qu'elle avait proposé était d'une audace inouïe. Au lieu d'attendre passivement l'attaque de Rétillot Le Cornu, prendrait les devants en révélant publiquement la trahison de son ministre. Cette nuit-là avait été la plus longue de la carrière de Le Cornu.
Avec l'aide discrète de Marie Gauthier et de quelques agents loyaux de la Direction générale de la sécurité intérieure, il avait préparé l'opération la plus délicate de sa vie, démasquer publiquement un ministre traître en direct devant les caméras de télévision. L'équipe s'était installée dans une salle sécurisée de Matignon. Marie Gauthier avait amené ses meilleurs spécialistes, le commandant Pierre Roussel pour les aspects juridiques, la capitaine Sarah Chen pour l'analyse technique des preuves et l'analyste Julien Marchand pour le volet renseignement. « Nous devons être irréprochables », expliquait Marie Gauthier. « Chaque preuve doit être authentifiée, chaque document vérifié, chaque témoignage recoupé. » Retillo va essayer de nous attaquer sur la forme pour éviter de répondre sur le fond. Sarah Chen travaillait sur l'aspect technique préparant les analyses informatiques qui prouvaient la fabrication des faux documents. « Regardez ces métadonnées », disait-elle en montrant son écran. Ces prétendus documents officiels chinois ont été créés sur un ordinateur français la semaine dernière. Nous avons même retrouvé l'adresse IP de l'ordinateur utilisé. Pierre Roussel s'occupait de l'aspect juridique, vérifiant que toutes les preuves étaient légalement utilisables. Les écoutes sont autorisées, les filatures sont documentées, les témoignages sont recevables. Retillo ne pourra pas contester la légalité de notre dossier. Julien Marchand analysait le réseau d'influence du Rassemblement national, préparant des organigrammes détaillés de leurs agents infiltrés. Ce n'est pas que Retillo, expliquait-il. Nous avons identifié au moins 15 autres hauts fonctionnaires qui sont en contact avec leur réseau. C'est une véritable toile d'araignée. L'équipe avait travaillé toute la nuit pour constituer un dossier d'accusation irréfutable, 300 pages de preuves documentées, vérifiées, authentifiées. Enregistrement des conversations entre Retillo et les émissaires du Rassemblement national photo des rencontres secrètes, preuve de la fabrication des faux documents témoignages des fonctionnaires contraints de participer au montage. Monsieur le Premier ministre, avait dit Marie Gauthier vers 5 heures du matin, nous avons un dossier en béton. Mais attention, une fois que vous aurez déclenché cette bombe, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Le cornu avait regardé cette femme courageuse qui risquait sa carrière pour défendre la République. Marie, sans vous et votre équipe, la France serait tombée aux mains de l'extrême droite sans même s'en rendre compte. Nous devons le faire pour la démocratie. À 6 heures du matin, le cornu était prêt. Il avait convoqué une conférence de presse urgente pour 10 heures officiellement pour une communication importante sur la sécurité intérieure. Il avait personnellement appelé Retillo pour l'inviter à y participer en prenant soin d'adopter un ton inquiet et légèrement mystérieux. « Bruno, j'ai besoin de vous à mes côtés pour cette conférence. J'ai découvert des choses très préoccupantes sur la sécurité de l'État. Votre expertise du ministère de l'Intérieur sera précieuse. » Retillo, qui ne se doutait de rien, avait accepté avec un empressement à peine dissimulé. Il pensait que c'était l'occasion rêvée de lancer sa propre offensive contre le cornu. Il ignorait qu'il marchait droit vers son propre piège. « Parfait, Sébastien », avait-il répondu avec un sourire dans la voix. J'apporterai d'ailleurs quelques dossiers très intéressants que mes services viennent de finaliser. Je pense que cette conférence marquera effectivement un tournant décisif dans votre mandat. Il avait raccroché avec une satisfaction non dissimulée, pensant déjà à la manière dont il présenterait son faux dossier d'accusation. Dans quelques heures, il aurait détruit le cornu et pris sa place à Matignon. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Retillo avait immédiatement appelé Laurent pour lui annoncer la bonne nouvelle. « L'occasion est parfaite », avait-il dit. « Le cornu lui-même me donne la tribune pour l'achever. C'est du pain béni. »« Attention », avait prévenu Laurent. « Ne sous-estimez jamais un adversaire. Le cornu n'est pas arrivé là par hasard. Tenez-vous-en strictement au plan que nous avons préparé. » « Ne vous inquiétez pas », avait répondu Retillo avec une arrogance qui allait lui coûter cher. « Dans 3 heures, le cornu sera fini et j'aurai sa place. Marine pourra commencer à préparer 2027 avec son futur Premier ministre. » Pendant ce temps, dans les couloirs de Matignon, l'équipe de Marie Gauthier finalisait les derniers préparatifs. Des agents en civil étaient positionnés dans la salle de presse et aux alentours du bâtiment. Des techniciens testaient les équipements de diffusion qui permettraient de projeter en direct les preuves sur les écrans géants. Tout était minutieusement orchestré. « Monsieur le Premier ministre », avait murmuré Marie Gauthier dans l'oreillette de Le Cornu, « vers 9 heures, nos équipes sont en place. Si Retillo tente quoi que ce soit, fuite, violence, destruction de preuves, nous sommes prêts à intervenir. »
Le cornu avait hoché la tête, sentant le poids de l'histoire sur ses épaules. Il s'apprêtait à vivre l'un des moments les plus décisifs de sa carrière, peut-être de sa vie. À 10 heures précises, le cornu était entré dans la salle de presse de Matignon, suivi de Bruno Retailleau qui affichait un sourire confiant. Le ministre de l'Intérieur portait sous le bras une mallette en cuir noir qui contenait son faux dossier d'accusation. Il pensait que dans quelques minutes, il aurait détruit le cornu et pris sa place. L'atmosphère dans la salle était électrique. Plus de 100 journalistes français et correspondants étrangers étaient assis, tous conscients qu'ils allaient assister à un événement majeur. Les caméras de toutes les chaînes de télévision étaient braquées sur l'estrade. Les photographes mitraillaient chaque geste des deux hommes. Retailleau avait discrètement vérifié le contenu de sa mallette une dernière fois. Tout y était, les faux virements bancaires, les témoignages bidons, les documents truqués. Il avait même préparé une déclaration solennelle dans laquelle il expliquait comment ses investigations de routine avaient révélé avec stupeur et dégoût la corruption de Le Cornu. Il se trompait lourdement. Le Cornu s'était installé derrière le pupitre, avait posé devant lui une chemise rouge marquée « Confidentiel » et avait regardé l'assistance de journalistes français et étrangers. Son visage était grave déterminé, celui d'un homme qui s'apprête à révéler une vérité qui va choquer la nation. « Mesdames et messieurs, avait-il commencé d'une voix parfaitement calme et chargée d'émotion, j'ai une révélation grave à vous faire, une révélation qui concerne la sécurité de nos institutions démocratiques et l'avenir même de notre République. » Retailleau, assis au premier rang avec sa mallette posée à ses pieds, continuait de sourire. Il pensait que le cornu s'apprêtait à annoncer sa propre démission suite aux révélations qu'il comptait faire ensuite. Il avait même préparé mentalement son discours de surprise et de tristesse. Hier soir, avait continué le cornu, j'ai découvert qu'un membre de mon gouvernement trahissait la République française en collaborant secrètement avec l'extrême droite. C'est ici, le sourire de Retailleau s'était figé. Le cornu avait ouvert sa chemise rouge et en avait sorti une première photo qu'il avait montrée aux caméras. Voici Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur de la République française, en compagnie d'un émissaire de Marine Le Pen, le 24 novembre dernier dans un restaurant parisien. Retailleau était devenu livide. Voici, avait continué le cornu en sortant un deuxième document, l'enregistrement de leur conversation dans laquelle M. Retailleau accepte de saboter mon gouvernement en échange du soutien du Rassemblement national. Il avait fait diffuser l'enregistrement dans la salle. On entendait distinctement la voix de Retailleau accepter de détruire le cornu de l'intérieur et de fabriquer les preuves nécessaires pour le faire tomber. L'effet avait été foudroyant. Les journalistes se prenaient des notes frénétiquement. Les caméras se braquaient sur Retailleau qui semblait pétrifié. Pendant 20 minutes, le cornu avait déroulé méthodiquement toutes les preuves de la trahison de Retailleau. Chaque révélation était accompagnée de preuves visuelles projetées sur les écrans géants installés dans la salle. Les faux documents fabriqués dans les services du ministère de l'Intérieur, les témoignages achetés contre lui, les preuves truquées de corruption, tout y passait avec une précision chirurgicale. Voici les métadonnées de ce prétendu document officiel chinois, expliquait le cornu en pointant l'écran. Comme vous pouvez le voir, il a été créé sur un ordinateur français le 3 décembre dernier dans les bureaux du ministère de l'Intérieur. La salle était suspendue à ses lèvres. Même les journalistes les plus expérimentés prenaient des notes frénétiquement, comprenant qu'ils assistaient à l'un des plus grands scandales politiques de la Ve République. Voici maintenant les reçus bancaires prouvant que M. Retailleau a versé 500 000 € à Jean-Marc Durand, 300 000 € à Sophie Bernstein et 200 000 € à Patrick Morel pour qu'ils témoignent contre moi. Retailleau était livide. Chaque preuve exhibée détruisait un peu plus sa stratégie. Comment le cornu avait-il pu découvrir tous ces détails? Comment avait-il réussi à percer à jour un plan si minutieusement préparé? Bruno Retailleau avait conclu en se tournant directement vers son ministre. Sa voix tremblant légèrement d'indignation contenue, il a transformé le ministère de l'Intérieur en officine de propagande au service de l'extrême droite. Il a utilisé les ressources de l'État français, l'argent des contribuables, les moyens de la République pour monter un dossier entièrement faux contre le premier ministre légitime de cette nation. La salle était dans un silence de cathédrale. On entendait seulement le cliquetis des appareils photo et le grattement frénétique des stylos sur les carnets des journalistes. Retailleau lui semblait avoir vieilli de 10 ans en 20 minutes.
face à ces révélations, avait poursuivi. Le Cornu, sa voix se raffermissant pour prononcer les mots historiques, « Je notifie à M. Rétillot son licenciement immédiat du gouvernement de la République française et je demande au procureur de la République d'ouvrir immédiatement une enquête pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. » Rétillot avait tenté de se lever pour protester, mais sa voix s'était brisée. « Monsieur le Premier ministre, c'est un malentendu monumental, une manipulation. » Monsieur Rétillot avait répliqué le Cornu d'une voix ferme. « Nous avons 127 heures d'enregistrement de vos conversations avec les agents du Rassemblement national. Nous avons les preuves financières de votre corruption de fonctionnaires. Nous avons les témoignages des personnes que vous avez contraintes à participer à votre montage. Ce n'est pas un malentendu, c'est de la haute trahison. » À ce moment précis, 2 hommes en costume sombre s'étaient approchés discrètement de Rétillot. Marie Gauthier avait donné le signal depuis sa salle de contrôle. Monsieur Rétillot avait dit l'un d'eux en montrant discrètement sa carte « Nous sommes de la Direction générale de la sécurité intérieure. Nous devons vous demander de nous suivre pour un interrogatoire. » L'ex-ministre avait regardé autour de lui, cherchant une issue, un soutien, n'importe quoi, mais il était seul face à l'effondrement de ses ambitions. En quelques minutes, il était passé du statut de ministre respecté à celui de traître démasqué en direct devant des millions de Français. Les caméras avaient suivi chaque seconde de son arrestation. Les images de Rétillot quittant la salle menottaient le visage défait, sa mallette de fausses preuves, abandonnée par terre, allait faire le tour du monde en quelques heures. Les conséquences de cette révélation avaient été immédiates et spectaculaires. Dans l'heure qui avait suivi la conférence de presse, le parquet national antiterroriste ouvrait une enquête pour intelligence avec l'ennemi et complot contre la sûreté de l'État. Rétillot était placé en garde à vue dans l'après-midi même. Marine Le Pen elle-même était mise en cause. Les enregistrements prouvaient qu'elle était personnellement au courant du complot contre Le Cornu et qu'elle l'avait approuvé. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, une chef de l'opposition était poursuivie pour tentative de coup d'État. L'onde de choc avait dépassé les frontières françaises. Dans toute l'Europe, les médias titraient sur le complot fasciste déjoué en France. L'Union européenne exprimait son soutien total au gouvernement démocratique français. La réaction la plus spectaculaire était venue du peuple français lui-même. Dans les heures qui avaient suivi la révélation des manifestations spontanées de soutien à Le Cornu, s'étaient organisées dans toutes les grandes villes. « Merci Le Cornu » scandaient les manifestants défenseurs de la République. Les sondages montraient un retournement complet de l'opinion publique. En 24 heures, la cote de confiance de Le Cornu avait grimpé de 30 points. L'opinion saluait sa gestion de la crise et le considérait comme un vrai défenseur de la démocratie. 6 mois plus tard, lors du procès de Bruno Rétillot, la justice française prononçait un verdict historique. L'ancienne ministre était condamnée à 15 ans de prison ferme pour intelligence avec l'ennemi et complot contre la sûreté de l'État. Marine Le Pen écopait de 10 ans d'inéligibilité pour incitation au coup d'État. Le Cornu était devenu un héros national. Son nom était inscrit au Panthéon de la République aux côtés des grands défenseurs de la démocratie française. Quand on lui demandait comment il avait trouvé le courage de défier ainsi l'extrême droite, Le Cornu répondait simplement « Je n'avais pas le choix ». Quand on découvre qu'un traître utilise les institutions républicaines pour servir les ennemis de la République, on a le devoir de le démasquer quel que soit le prix à payer. Aujourd'hui, quand les historiens évoquent cette période, ils parlent du « jour Le Cornu » comme d'un moment fondateur de la démocratie française moderne. Le jour où un homme a eu le courage de dire non à la trahison, non à la collaboration avec l'extrême droite, non à la lâcheté politique. Bruno Rétillot avait cru pouvoir détruire Le Cornu par la ruse et la manipulation. Il avait sous-estimé la force de l'intégrité et le pouvoir de la vérité. En 24 heures, le chasseur était devenu le chassé, le traître était démasqué et la République était sauvée. Sébastien Le Cornu avait sauvé la France d'un coup d'État rampant et ce jour-là, il était entré définitivement dans l'histoire.